Abidjan, Bamako, Londres. Pour l'union des fils et filles du Guémon et du Cavali, Kai Eric sonne l'alerte. Nos différences ne doivent guère être des armes de destruction, mais plutôt des richesses, a-t-il dit d'entrée de jeu. La salle de l'Uremo, 6 au 5-7 rue Basse des Carmes à Paris, a refusé du monde. Dans le cadre de la réunion initiée le samedi 15 mars 2014 par le ministre Eric Kai, qui y a convié les cadres et responsables des associations de la diaspora issus des régions du Cavali et du Guémon. Rappelant la succession d'événements malheureux depuis 2002, Eric Kai a vivement regretté que la division des cadres de cette aire géographique et culturelle ait été dramatique pour les populations là où il fallait faire bloc. Pour remédier à cet état de fait, Kai Eric demande aux frères et sœurs du Guémon et du Cavali de s'unir pour parler d'une même voix. Le contexte de la rencontre, c'est de pouvoir rencontrer entre frères et sœurs, entre mères et filles et fils, les ressortissants de la diaspora qui sont du Cavali et du Guémon qui sont en France, mais essentiellement à Paris. C'est donc une présence statutaire. Mais la force d'un homme aussi, c'est sa capacité à se réconcilier avec les autres. Et la réconciliation, c'est de serrer la main à son bourreau ou au bourreau de ses parents. Définissons un cadre pour commencer quelque part dans une coopérative, que j'appelais par exemple la COPEC, qui peut être de type bancaire. Mais il faut qu'au départ, les frais de fonctionnement, que je ne vais pas dire, bon, moi, je donné 10 000 euros, mais comme j'ai payé le chauffeur 30 mois, tu sais très bien que ça va pas commencer avant 5 ans. Donc il faut mettre un mécanisme pour que le chauffeur ne soit pas payé. Moi, je peux vous accompagner humblement par rapport à ça. La vision était tellement profonde que le fait était de ne pas prendre un risque. S'il y a quelqu'un à qui vous devez faire un reproche, c'est à moi. Ce n'est pas à la personne qui est venue dans la salle. Parce que la personne était chez elle, elle n'a rien dit. C'est moi, Kaï, qui ai pris sur moi de l'inviter. Mais comme je suis le neveu de la plupart d'entre vous, vous saurez donc trouver l'intelligence nécessaire pour me pardonner d'avoir fait cette impérial. Donc c'est vraiment la mise de point que je voudrais donc faire ici. Mais ce que je me pose comme question, si par aventure quelqu'un a égorgé un des vôtres qui se trouve dans cette salle ici, lorsque vous l'aurez engueulé, lorsque vous aurez déversé votre colère sur lui, est-ce que nos problèmes à l'ouest auraient été réglés autant? Pour que vous le recevez à bras ouverts afin que sa conscience le charge plutôt que vous le chargez de coups. Parce que la conscience qui charge est plus pesante que les coups que vous pourrez lui donner. Et c'est pour cela donc que j'ai pris sur moi de vous inviter. Donc quand on tue mes oncles qui sont à Guétreson et qu'on en tue 100, j'ai mal. Mais la force d'un homme aussi, c'est sa capacité à se réconcilier avec les autres. Et la réconciliation, c'est de serrer la main à son bourreau ou au bourreau de ses parents. Mais on n'est pas encore arrivé à cette étape-là. Ouais. Les gens qui sont ici à Paris, là, ils parlent ouais dans leur maison. Nous-mêmes là, qui sont à Abidjan, ta maman est guérie, ton papa est guéri, puis ton papa ouais. Ça, c'est une identité que vous avez sauvée, pour laquelle tout le monde doit vous remercier, doit vous féliciter. C'est une force que vous avez, l'attachement à votre région. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai remercié par rapport à ça. Mais une autre composition de la diaspora, c'est-à-dire que quand vous avez à l'intérieur des 6 diasporas là, il y a le niveau de maturité de formation politique. Il y a la diaspora qui vient aux réunions pour dire, est-ce que c'est toi qui paye ma maison? Mais quand tu as fini de me dire ça, là, ça veut, moi j'ai avancé en quoi dans le débat? Parce que tu lui donnes un argument, il ne peut pas argumenter, comme moi, Zama Café Guéhi. Est-ce que moi, je t'ai invité pour te dire que je paye ton café? Et pourquoi tu voudrais que ce soit moi qui paye ton café? Mais ce qui me frappe le plus, c'est une diaspora hyper divisée. C'est l'une des rares diasporas non identifiées. C'est-à-dire qu'en plein 21e siècle, où vous pouvez mettre une application sur le net pour demander à chacun de s'identifier, pour donner son nom, son prénom et son village, son lieu d'origine, son niveau d'études. Ou moi, à l'AIRD, je reste ici en exil, et puis les gens s'inscrivent en ligne là.
la diaspora Ouella et généralement africaine n'est pas identifiée. C'est-à-dire qu'il faut compter sur quelqu'un qui connaît beaucoup de personnes et qui va donc envoyer des SMS aux uns aux autres. Lui, c'est une puissance qu'il a. Alors qu'aujourd'hui, là, si vous mettez quelqu'un, vos jeunes enfants, là, vous les mettez devant la police, mettez-nous une application en place. Balancez le lien sur Facebook pour qu'on puisse recenser tous les web de la diaspora. En 2 jours, on a fini. Nous sommes en 2014. Chacun gère sa petite association avec l'ambition de ne pas laisser évoluer l'autre. Le dire et vous en faire prendre conscience. Tel est mon rôle. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Je suis venu à Paris ici, j'ai vu des gens qui disent, moi, le gars il a une réunion, je vais envoyer un SMS pour la saboter pour ne pas que les gens viennent. Un peuple en souffrance, presque décimé, prêt à la disparition, qui est appelé à un réflexe de solidarité extraordinaire, reste le peuple le plus divisé de France au point de vue de la diaspora. C'est parfois à en pleurer. Depuis le 11 avril, dites-vous bien, je ne vais jamais à une soirée récréative. La place de Paris regorge du plus grand nombre de soirées récréatives. Vous avez vu, il y a vu des gens au village qui pleurent en wax. Ici, on pleure en costume. Ici, on pleure avec le dernier cri de la robe la plus belle. Ici, on pleure en Louis Vuitton. C'est parce que vous n'avez pas conscience des menaces qui vont peser sur nous, et tout à l'heure, j'en parlerai. Mais qu'est-ce que la perception que le monde des décideurs a de nos souffrances? Là, vous serez déçus. Parce que moi aussi, j'étais déçu. Je n'ai pas suivi la question. Quelle est la perception? Quelle est la perception que le monde des décideurs a de nos souffrances? C'est-à-dire que nous sommes convaincus que nous souffrons. Ça, c'est une réalité. Nous avons été l'objet de pires souffrances en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Mais mes amis, le monde là, il est géré par des décideurs. Quelle est l'importance que les décideurs accordent à nos souffrances? J'essaie donc d'entreprendre des démarches pour lesquelles je n'ai pas encore eu d'aboutissement. Mais j'en parle pourquoi? Parce que nous sommes tous ici en train de parler de génocide. On n'a même pas encore tapé à la porte de qui doit définir que c'est un génocide pour que nous puissions nous en servir. C'est comme si tu arrives en France, tu n'as pas de titre de séjour, et puis tu dis je veux une maison. Et ce qui me cœur en fait dans cette situation, c'est que Amnesty International attend des preuves. Chacun de nous, quand il a une preuve, là, il la cache pour son association. Pour en faire quoi? Peut-être que demain tu seras mort même avant que le génocide soit défini. Et tu vas garder cette preuve-là. Les autres qui ont connu les souffrances les plus difficiles dans le monde, ils ont ouvert des sites sur lesquels ils ont mis les preuves de leurs souffrances, ils ont fait des films. Mais pourquoi diantre? C'est nous qui devons cacher le minimum de preuves que nous avons. Dites-moi ça, pourquoi? Parce que nous ne le savons certainement pas. Donc moi je porte l'information à vos connaissances pour savoir que si vous voulez que la cause des Oué avance là, inondez vos preuves là, mettez-les sur les sites. La preuve existe. Quelqu'un va la chercher sur le site. Quand vous tapez aujourd'hui, je vais avoir tel problème sur je tousse. Vous tapez Google, je tousse. Toutes les maladies liées à la toux, vous avez les médicaments, les traitements, les gens le font ça. Pourquoi nous allons continuer à faire de la rétention de preuves dans un combat qui est le combat de notre peuple? Pour l'instant, lorsque nous sommes retrouvés à Accra, Émile Diorou, Angèle Nyonsoa, Hubert Oulaï et moi, les gens parlaient de dire, bon, tu sais, il faut aller libérer notre région, il faut faire ceci, il faut faire cela. On s'est réunis et les instructions, la décision que nous avons prise, elle est unique, elle a été consensuelle à l'unanimité. Ce n'est pas nous qui allons utiliser notre peuple pour être la risée des gens, parce que personne ne pourra prendre les armes pour libérer cette région-là. C'est votre intelligence et votre capacité pour affronter les 3 défaites que vous avez eues là, qui vont nous permettre de nous en sortir. On a instruit tous nos parents de village, la politique qui vient te demander, pour dire j'ai un fusil là, pour dire merci pour ton fusil. Tous les gens qui tournent ici pour dire ah oui, moi j'ai un truc, non, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc comme on n'est pas intégrisme religieux, pourquoi l'Occident s'intéresse à nous?
parce que c'est ces gens-ci qui ont peur. Comme malheureusement la politique, le premier des droits, c'est le droit de la force. S'ils n'ont pas la force, qu'ils ne sont pas intégrés religieux, il nous reste quel droit? Il nous reste le droit de l'intelligence. Et c'est le droit de cette intelligence-là que nous devons peut-être aujourd'hui pouvoir affronter. Quel est le bilan aujourd'hui de la vie associative en France? 60 ans de vie associative basée sur les dons et le bénévolat. Quel est le bilan que vous en faites? C'est vous ceux qui pourrez me dire ça. Mais moi, de mon regard extérieur, est-ce que nous devons continuer les dons de médicaments alors que les médicaments arrivent déjà périmés, ou les dons d'ambulance qui ne marchent que pour quelques mois? Est-ce que c'est ça que nous devons continuer? Est-ce que nous devons continuer de faire comme certains donateurs? Le gars vous donne un climatiseur de 300 000 francs et dit la réception aura lieu à Guéyébli. Vous allez dépenser 1 million pour aller recevoir un climatiseur de 300 000 dans un hôpital. Parce que la maternité du village doit recevoir un climatiseur. Mais toutes les dépenses liées à la réception d'un climatiseur de 300 000, ça vous fait 1 million. Pourquoi vous ne gardez pas ce million-là pour payer 3 climatiseurs? Et puis ne pas faire des fêtes. Alors vous verrez, moi, c'est pour ça que quand quelqu'un me dit, bon, je vais à une cérémonie de dons, je suis dit, bah, moi, je ne verrai jamais à ça. Parce que je pense que c'est de l'infantilisation. Si en sortant de cette salle, chacun de vous décide aujourd'hui de dire, sur la table qu'elle a là, je dis n'importe quoi, je verse 20 € là. Moi, je vous appelle dans un mois, puis je vous dirai ce que je vais faire de vos 20 € multipliés par 100 là, de vos 2000 €, je vous dis ce que j'ai fait de ça. Mais si vous me dites, oui, écoute, je vais cotiser 2000 €, puis je vais chercher un truc ici pour aller... Non, ça dit que... Est-ce que c'est opérationnel? Est-ce que ça nous a donné satisfaction? 60 ans. C'est pour ça qu'il fallait faire le bilan des indépendances 50 ans. Mais est-ce que c'est à nous de nous substituer à l'administration ivoirienne pour construire des sous-préfectures, alors que déjà nos parents, par le cacao qu'ils produisent, donnent à l'État de Côte d'Ivoire 250 milliards dans le DUS, le droit unique de sortie. C'est une taxe sur le cacao. Ça fait 200 francs par kilo. Si vous produisez 1 200 000 tonnes, plus ou 1 300 000 tonnes, ça vous fait 250 milliards. C'est-à-dire que mon père, mon oncle, mon neveu, mon cousin qui est assis là-bas, donne déjà 250 milliards à l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire me dit, viens construire des sous-préfectures. Est-ce que c'est votre mission, ça, d'aller construire des sous-préfectures? J'étais très heureux de discuter la dernière fois avec un de mes frères qui me disait qu'on l'a appelé pour lui dire, bon, il faut venir trancher parce qu'on doit construire, on doit choisir entre 2 villages, le village qui va abriter la sous-préfecture. Il dit, mais l'administration, elle a des critères de choix. Ce n'est pas la peine de venir nous diviser ici. Choisissez pour voir dans quel village vous allez mettre la sous-préfecture. Les erreurs, chacun de vous les a commises. Je ne suis pas venu ici pour être un donneur de leçons. Je fais un constat, je fais une analyse pour que nous puissions aller de l'avant. Je ne vise personne. Je fais la critique de l'homme extérieur qui n'est pas de la diaspora. Je voudrais que vous sachiez ça. Parce que quelqu'un qui cotise de l'argent pour envoyer des médicaments au village, je dois venir l'applaudir quand même au moins un peu. Celui qui fait une ambulance, je dois l'applaudir au moins un peu. Il y a une ambulance, il y a une association qui a fait une ambulance pour aller à Diokwe. Qu'est-ce qu'on a fait? On a loué un plateau de qu'on appelle un camion de 30 tonnes à 600 000 francs. On a pris un hélico, nous sommes partis à Diokwe, tout ça, etc. L'ambulance aujourd'hui ne marche pas. Ça ne veut pas dire que les gens, l'effort qu'ils ont fait est à sous-estimer. Non, pas du tout. Parce qu'il faut qu'on se comprenne très bien. Mais ça veut dire que cet effort-là aurait pu être fait autrement qu'il aurait été plus rentable. C'est ce que je veux dire simplement. On a 60 ans, il faut s'arrêter pour faire un bilan. Et puis se dire dans quel axe nous allons aujourd'hui. Mais d'une façon globale, quand je regarde les cadres aujourd'hui, en dehors des gens qui sont dans les associations et qui se battent pour que les associations puissent marcher, et c'est pour ça que j'ai ciblé sur les leaders d'associations. L'image générale qui se dégage aujourd'hui des intellectuels africains, c'est l'image de la découverte du feu. Dans un campement, le feu s'est éteint. On dit, bon, écoute, généralement, pour ceux qui ont vécu au village comme moi, on envoie un enfant, on dit, va dans le campement voisin, va nous chercher du feu. Le gars, il va prendre un gros tison, et puis, il court, il revient, il souffle dessus pour ne pas que ça s'éteigne avant qu'il n'arrive. Dès qu'il arrive, on coupe les bambous, on coupe les petits morceaux de bois, et puis on commence par faire le feu. Notre situation aujourd'hui par rapport aux intellectuels africains, c'est comme si on avait envoyé quelqu'un chercher du feu. Et puis une fois qu'il amène le feu, il dit, je vais prendre le feu là pour brûler des gens. Parce que je suis le seul qui possède le feu dans le village, ou dans le campement.
ou qu'il réveille le feu, il dit le feu là, moi je le garde pour moi seul. C'est le sentiment que j'ai. C'est un sentiment d'égoïsme dans lequel nous ne faisons pas assez par rapport à la mission qui est la nôtre. Y compris moi. Parce que quelqu'un, je vous ai fait tout à l'heure des introductions au départ pour dire que j'étais très attaché à ma mère. Mais pour aller à l'école là, ça a été 2 semaines de débat au campement. Tous mes frères étaient dans ce qu'on appelle en basse-côte. Ma soeur et moi, nous étions les 2 derniers enfants de ma mère qui devions rester avec elle pour l'accompagner au champ. Et il fallait qu'elle prenne la décision de me laisser aller à l'école. Mais cette décision a été prise sur un incident. Mon grand frère était revenu, il avait déposé donc son cahier et ses livres, et puis j'ai écrit dedans en rouge. J'ai pris le bic, je ne savais pas ce que c'était un bic. J'avais 8 ans, puis j'ai raturé dedans. C'est mon frère après lequel je viens tout juste. L'aîné qui était avec lui là m'a battu pratiquement à 100. Parce que j'ai gâté les livres de mon frère. Ma mère m'a dit, l'école là, ce qu'il y a dedans, la peine à frapper mon fils là, il faut qu'il aille chercher ça pour voir. Voilà comment je suis allé à l'école. Pendant 20 ans, ma mère a été privée de ma présence. Et je sors de l'école, j'estime que je suis allé à l'école pour ma femme et mes enfants. Est-ce que ce serait normal? Donc ceux qui ne comprennent pas pourquoi à chaque fois que j'ai trouvé un terrain à Guitrouson, j'ai construit, c'est psychologique un peu. C'est-à-dire les souffrances de ma mère étaient telles que maman n'avait pas de maison dans le village, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. Donc moi, construire une maison là, c'était devenu une passion. C'est-à-dire je m'en vais, je prends une maison, je construis. C'est-à-dire maman n'avait pas de maison parce que j'étais absent du village pendant 20 ans. Et ça m'a traumatisé. Mais si je sors de l'école, je suis parti en mission pour aller chercher le feu et le savoir. Si je n'ai pas su régler les problèmes de ma société, c'est moi qui ai échoué. Ne pensez pas que c'est nos frères et nos enfants qui sont au village qui ont échoué. C'est nous, intellectuels, cadres, qui sommes allés à l'école là. C'est notre échec. À partir de quelle marche aujourd'hui? Tous sont les marches disant que nous avons échoué. Défaite culturelle, défaite économique, défaite politique. Et puis on est content. Non, mes amis, on a échoué. 60 ans d'échec. Ne nous larmoyons pas, ne nous faisons pas d'illusions pour penser que parce qu'on a Paris, on envoie 150 € au village, le problème est réglé. Tant que nous n'avons pas trouvé des solutions structurelles aux problèmes que nous affrontons, ce n'est pas la peine de parler. Je vais donc ouvrir le débat qui se poursuit aujourd'hui, qui se poursuit demain et que le changer de méthode. Paris, Abidjan, Bamako, Londres.